La semaine dernière, lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse, le discours du Premier ministre canadien annonçait, je cite, la fin d'une fiction utile, la fin de l'ordre international fondé sur des règles. Dans le même temps, Donald Trump lançait son Conseil de la paix, dirigé par lui-même, mais dont le but est d'œuvrer au règlement des conflits, Gaza en tête. Une initiative qui semble entrer en concurrence avec l'Organisation des Nations Unies, critiquée depuis longtemps, notamment par Donald Trump encore. Alors, la loi du plus fort est-elle en train de prendre le pas sur le système international bâti après la Seconde Guerre mondiale? Le droit international a-t-il seulement jamais existé ou ne repose-t-il depuis toujours que sur la bonne volonté des États? Un invité ce soir, un historien même, pour nous éclairer, Dominique Gaurier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence émérite en histoire du droit à la faculté de droit de Nantes. Vous avez fait paraître en 2014 l'ouvrage intitulé Histoire du droit international de l'Antiquité à l'ONU. C'est aux presses universitaires de Rennes. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. Il semble que chaque jour nous ait rappelé que nous vivons à l'ère des grandes rivalités entre puissances, que l'ordre international fondé sur des règles s'estompe, que les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Et cet aphorisme de Thucydide est présenté comme inévitable, comme la logique naturelle des relations internationales qui se réaffirme. Face à cette logique, les pays ont une forte tendance à faire profil bas, à s'accommoder, à éviter les problèmes, à espérer que leur déférence achètera leur sécurité. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Le Premier ministre canadien Mark Carney à Davos, et je recommande par ailleurs la lecture ou l'écoute de ce discours d'une profondeur rare pour un dirigeant de ce niveau. Il faut commencer, Dominique Gaurier, par un point essentiel de ce discours. Il y explique que le droit international est une fiction utile, certes, nous allons y revenir, mais une fiction tout de même. Moi, il me semblait que le droit international existait bien, qu'il y avait des règles, des organisations pour le défendre. Que veut-il dire par là? Une fiction? Tout à fait. Tout à fait, ça fait très longtemps. Et quand j'ai écrit mon ouvrage, justement, je me suis posé la question, est-ce que le droit international existe? Et je me rends compte que c'est effectivement une fiction à laquelle on a cru. On a cru au moins pendant 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'organisation de l'ONU. Même, on avait essayé, à la fin de la guerre de 14, on avait essayé avec la SDN, et puis bon, ça avait déraillé. La Société des Nations. La Société des Nations. Avec l'ONU, on a cru, surtout avec la puissance des États-Unis, et notamment pour les pays européens, et puis les autres puissances également, que le soutien serait suffisant, avec, vous savez, des traités accessoires comme l'OTAN, par exemple. Et on se rend compte aujourd'hui que ça ne marche pas, et que ça ne marche plus. Je vous coupe tout de suite, pardonnez-moi, mais ça ne marche pas, c'est une chose. Évidemment, une chose réelle peut ne pas fonctionner, mais là, vous nous dites quelque chose de plus. Vous nous dites que c'est une fiction, ça veut dire que ça n'existe pas? Et ça n'a probablement jamais existé. Alors, il y a bien quelques règles, mais pour que les règles s'appliquent, comme le dit Mark Carney, il faut que les pays acceptent de les appliquer. Or, il y a une règle principale du droit international public qui est l'intangibilité des frontières. Qu'est-ce qu'il en est du Venezuela? Qu'est-ce qu'il en est du Groenland? Qu'est-ce qu'il en est de l'Ukraine? Et puis on pourrait, et qu'est-ce qui va en être sans doute de Taïwan pour la Chine? Finalement, on retombe dans les erreurs du passé qu'on pensait avoir corrigées, qui est tout simplement le droit de la force. Est-ce qu'on observe, comme le dit le Premier ministre canadien Mark Carney, une rupture fondamentale justement dans la conception que nous avons de cette fiction, ou bien nous sommes plutôt, et là c'est l'inverse de ce qu'il dit, de ce qu'il prétend, dans une transition? Alors je pense qu'on est dans une rupture et non pas une transition. On est dans une rupture parce que
on ne reviendra jamais en arrière. Et même les États-Unis ne reviendront pas en arrière. Avec, je trouve bien pessimiste. Ah oui, je pense qu'on peut l'être. Je pense qu'on peut l'être, mais dans ce pessimisme, il faut aussi garder un certain espoir. Et Mark Carney, justement, souligne que des pays comme le sien, et peut-être aussi l'Europe, pourraient non pas se coucher, mais réagir. Et je lisais justement dans le journal La Croix, là où il donne tout un extrait du discours de Carney, je lisais un article justement qui montre d'abord d'un diplomate qui dit que la diplomatie aujourd'hui, même notre président n'y fait plus attention et ne consulte jamais les diplomates, ce qui est quand même un petit peu curieux. Et puis par ailleurs, que l'on envisageait un traité avec l'Inde, un traité commercial avec l'Inde. Donc il faut réorganiser autrement, non seulement les relations politiques, mais les relations commerciales également. Et pourquoi pas avec l'Inde? Alors même si ce n'est pas une grande démocratie actuellement, l'Inde, on peut dire, mais l'Europe ne doit pas se coucher. Or, jusqu'ici, elle s'est couchée. Elle s'est couchée, sauf peut-être au moins pour une chose, dans le refus peut-être d'adhérer au Conseil de la paix de Donald Trump, mis sur pied par Donald Trump. Mais justement, je voudrais aborder ce point-là. Comment vous analysez, Dominique Gorier, la volonté du président américain de créer peut-être une arène alternative à celle des Nations Unies? Parce que d'abord, il se croit au centre du monde. Et qu'il a un ego narcissique totalement pervers. Vous savez que pour rester membre de ce prétendu conseil, il faut payer très très cher. $1 milliard pour obtenir un siège. Et où est-ce que va aller l'argent? Où va aller cet argent? On ne le sait pas. Sans doute dans sa poche. Et dans la poche de la fondation Trump. Alors, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, je sais bien que l'ONU a plein de défauts. Plein de défauts, personne ne l'écoute quasiment plus. Mais l'ONU a quand même réussi pendant un certain temps à maintenir un peu les choses à niveau. Et puis, vous avez des agences de l'ONU qui fonctionnent. L'OMS, l'UNESCO, des agences qui sont quand même importante. Alors je sais bien que Trump leur a coupé tous les crédits, et notamment à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va énormément souffrir de cette absence de financement de la part des États-Unis, parce qu'ils en fournissaient, je crois, à peu près la moitié. Et puis quoi après? Alors c'est bien une rupture, une cassure, je dirais même, que réalisent ces nouveaux chefs de la politique internationale. Alors, Xi Jinping, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas un rigolo. C'est pas du tout un rigolo. Ça, on l'avait bien senti. Alors, Vladimir Poutine, dont la puissance économique est absolument nulle, puisque je crois qu'il n'a même pas le niveau de l'Espagne, qui pourtant a fait d'énormes progrès. Et puis, l'Europe qui se tait et qui est une grosse puissance pourtant, un gros marché. Mais elle se tait et elle se couche. Et tout ça parce que la France a perdu sa puissance et parce que c'est l'Allemagne qui dirige. Je l'ai dit, Dominique Gorier, vous êtes historien, alors profitons de vous avoir dans ce studio pour faire de l'histoire et faisons l'histoire du droit international, cette histoire que vous connaissez si bien. Dans l'Antiquité, pour parler très très largement, est-ce que le droit international existait? Est-ce que le droit international a même existé un tant soit peu avant la naissance des États-nations, des États tels qu'on les conçoit, tels qu'on se les représente aujourd'hui? Alors oui, il y avait des relations internationales. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Vous aviez des relations internationales, vous aviez des traités qui étaient signés entre des entités politiques de l'époque. Il y a un traité qui est très célèbre, qui est très ancien, puisqu'il remonte au XVIIIe siècle avant notre ère, qui est le traité de Kadesh entre les Hittites
et Ramsès II. Bon. À la suite d'une guerre remportée par les Égyptiens. Absolument, absolument. Et on a les deux versions, la version hittite et la version égyptienne de ce traité. Alors pas complètement, il y a des petits bouts, mais avec des dispositions qui sont très intéressantes. Échange des prisonniers, amnistie, oubli donc des infractions qui auraient pu être commises. Donc, c'est intéressant. On a, dans la guerre du Péloponnèse, un nombre incalculable de traités chez Thucydide, entre les différentes cités grecques qui s'opposent. Donc, vous avez toutes les archives aussi qui ont été laissées à Talamarna, où on a d'énormes archives sur les Babyloniens, sur tout le monde proche-oriental, avec des traités. Vous avez fait une distinction intéressante, vous parlez de traités qui constituent des textes de relations internationales, Oui. mais vous ne parlez pas cependant de droit international. Alors, ça pose une question importante, fondamentale, même comment définir ce qu'est le droit international. Alors, il y a une expression qui est couramment utilisée, mais abominablement mal traduite, c'est ius gentium, une expression du droit romain. C'est dans le premier livre de la collection du Digeste, le premier extrait que l'on trouve, et qui définit le ius gentium, que je traduirais, moi, par droit des nations, mais pas les nations au sens moderne. Les nations en tant que représentants des ethnies, des coutumes communes et des langues communes. Voilà. C'est comme ça que ça se définit. L'Empire romain était un empire multinational, à ce niveau-là. Et ce ius gentium qu'on a traduit par droit des gens, on ne l'a pas traduit, en fait, on l'a translittéré, alors qu'il faudrait le traduire, parce que gens, ça veut dire la race, ça veut dire le peuple, ça veut dire la famille, mais ça veut dire aussi la nation. Je voudrais que l'on parle d'un homme que l'on présente souvent, trop souvent d'ailleurs, je crois que c'est ce que vous allez nous dire. Je parle de Grotius, un homme du XVIIe siècle, né à la fin du XVI, que l'on considère parfois, souvent même, comme le père des relations internationales. Présentez-nous cet homme-là, si je puis dire, et pourquoi vous êtes un peu dubitatif sur le statut qui lui est conféré. Alors moi, Grotius était quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, d'abord parce que je suis un petit peu néerlandophone aussi, et que j'ai traduit son ouvrage, à mon avis, le meilleur qu'il ait fait, qui est l'introduction à la jurisprudence hollandaise. Je l'ai traduit du néerlandais. Et son ouvrage sur le droit de la guerre et de la paix, parce qu'il ne parle pas des relations internationales, il parle du droit de la guerre et de la paix. C'est une espèce de fourre-tout. Une espèce de fourre-tout qui fait un petit peu la synthèse de toutes les théories posées par les Espagnols du XVIe siècle, notamment Francisco Vitoria, Domingo de Soto, Suarez, et tous ces grands jésuites ou dominicains qui ont beaucoup animé. Et bon, comme ils ont occupé les Pays-Bas, ils avaient l'accès à cette culture-là. Alors Grotius, parlant du droit de la guerre et de la paix, n'en parle finalement, après avoir donné la définition de la guerre dans son livre 1, il envisage les règles de la guerre et les tempéraments de ces règles en décalage. Parce que les règles du droit naturel, selon lui, c'est que lorsqu'on fait la guerre, et dès que la guerre est déclarée juste, tout est permis. On peut tout faire. Donc il y a juste le principe de la guerre qui compte dans la justice qu'on lui confère, et après cela... on peut tout faire. Et je vous cite, vous écrivez, pour moi on a donné trop d'importance à Grotius comparé à un autre personnage, Alberico Gentili, j'ai pas votre accent, pardonnez-moi. Il est le premier à écrire un traité du droit de la guerre, il fixe des règles reprises au droit romain, le droit naturel ne l'intéressait pas, il s'est appuyé plus que Grotius sur l'histoire de son époque, sur les faits de son époque, c'est plus intéressant que Grotius, pauvre Grotius alors, Alberico Gentili, qui était-il ? Alors, Alberico Gentili, c'était un protestant italien qui a été obligé d'ailleurs de se réfugier en Angleterre pour des questions de religion, puisque en Italie, les protestants ne sont pas très nombreux, sortis de la vallée d'Aoste avec les Vaudois.
c'est lorsqu'il a présenté les premières leçons qu'il a fait à l'Académie d'Oxford, puisqu'il a été nommé professeur de droit romain à Oxford, qu'il a présenté une esquisse sur le droit de la guerre, et c'est devenu son ouvrage qui a été publié à Hanau, en Allemagne, et qui est tout à fait intéressant, et beaucoup plus intéressant parce que effectivement, il prend appui, alors bien sûr sur le droit romain, mais sur l'histoire de son temps. Grotius, jamais. J'ai trouvé une seule référence dans Grotius, que j'ai traduit, et qui va paraître bientôt, ma traduction. Une seule référence, et très récente d'ailleurs par rapport à la date de son ouvrage, puisqu'elle date de 1624. C'est une référence à un arrêt du Parlement de Paris concernant les biens pris par les Nord-Africains, par des pirates nord-africains, si on pouvait les récupérer et comment. Voilà, c'est une décision. C'est la seule. Autrement, chaque fois qu'il pose une règle, il ne la démontre pas, il la pose a priori, et il l'illustre avec les pères de l'Église, avec le droit romain, avec les poètes, grecs et latins, avec etc., etc., etc. Jamais un exemple tiré de son temps. Autre date cette fois-ci, alors celle-ci ne fait pas débat, pardonnez-moi, 1648, oui. Les traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de 30 ans, c'est là peut-être la date fondatrice des États-nations tels qu'on les conçoit aujourd'hui, une reconnaissance aussi de l'égalité, au moins facialement, de l'égalité entre ces États-nations, et c'est peut-être la date qui fonde cette fiction du droit international, Dominique Gaurier. Alors l'égalité entre les nations, non. Entre les États? Entre les États, non. Non plus? Non plus. L'égalité, alors vous avez un seul auteur qui a défendu cette idée, et qui n'a jamais été reprise par les autres, c'est Pufendorf, au XVIIe siècle. C'est le seul apport au droit international qu'il ait jamais fait, Pufendorf, parce qu'autrement il recopie Grotius. Et puis parfois Hobbes. Et les États, mais non, il n'y avait que des grandes puissances en Europe. Il n'y avait que des grandes puissances et qui s'affrontaient tout le temps. L'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, bientôt la Prusse, et puis la France, qui a quand même, sous Louis XIV, fait suer pas mal de monde en Europe. Est-ce que cette date-là, 1648, correspond par ailleurs à une prise de conscience, une étape supplémentaire dans la prise de conscience qu'il existe peut-être ce que l'on appelle la communauté internationale ? Alors une communauté internationale singulièrement réduite à l'Europe, parce que on n'avait pas du tout le respect des autres communautés. Et ça, avec les colonisations, on l'a bien vu, notamment les colonisations espagnoles ou portugaises, qui ont été faites un petit peu partout, et surtout en Amérique du Sud. Mais les Portugais étaient allés aussi en Indonésie, et ils ont été remplacés par les Hollandais. Mais je dirais que les États-nations existaient déjà, avant. Parce que lorsque vous avez la guerre de 100 ans, les Anglais ont très nettement l'impression d'être différents des Français. Et puis les Français les appellent les roast-beef. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une conscience de vivre dans une nation différente. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très, très net dès cette guerre de 100 ans. Je voudrais qu'on revienne également... Alors, pas dans tous les pays, mais au moins pour l'Angleterre et la France. Je voudrais qu'on revienne aux incarnations que vous avez évoquées un peu plus tôt, ces très grandes organisations internationales, l'ONU, mais même sa prédécesseur, la Société des Nations. Sur quelles idées sont-elles fondées, sont-elles développées? Est-ce qu'au fond, ce sont même des idées qui sont à l'origine de ces grandes organisations, ou bien ce sont d'abord et avant tout des organisations politiques? Les deux. Les deux. Alors, la SDN, c'est le discours de Mount Vernon du président Wilson. Si, c'est Wilson. Les fameux points de Wilson, oui, tout à fait. Les fameux points de Wilson. Et c'est lui qui... Et puis, qui, finalement, a été un petit peu réticent après Wilson vis-à-vis de la SDN. Parce qu'il faut savoir que jamais les USA n'y ont adhéré à la SDN. Ce qui est assez curieux. Et puis, on retrouvera également les États-Unis
à la base de la création de l'ONU, avec la charte de San Francisco, qui fait la base de l'organisation de l'ONU, et puis avec le résultat que l'on sait. Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un discours magnifique, un discours de Léon Blum, président du Conseil du Front Populaire, discours donné à la tribune de la Société des Nations le 1er juillet 1936. Certains d'entre vous penseront peut-être qu'en dressant vis-à-vis du monde actuel cette image du monde possible, nous poussons l'idéalisme jusqu'à la chimère. N'oubliez pas cependant qu'à cette chimère, la vie universelle est suspendue. Quel sol peut ranimer l'enthousiasme dans laissant le cœur de centaines de millions d'êtres vivants? Pas qu'à défaut de cette chimère, la paix restera toujours incertaine et toujours menacée. N'oubliez pas non plus qu'en une heure si grave, il faut que la bonne foi de chacun se vérifie. La paix restera toujours incertaine. C'était, j'allais dire, il voyait presque l'avenir, Léon Blum. Est-ce que ces deux organisations, la Société des Nations, l'Organisation des Nations Unies, ont pour ambition première la paix perpétuelle, ou là aussi c'est peut-être le fragment d'une très grande fiction que l'on se raconte? Alors oui, le but, c'était effectivement d'éviter les confrontations entre nations et d'éviter la guerre avec des discussions qui permettraient justement, entre les nations, de voir un petit peu les points qui les séparaient et puis d'amener une espèce de concorde. Là où l'ONU n'a pas fonctionné dès le départ, c'est avec la création du Conseil de sécurité et le droit de veto. Ce qui fait que une seule nation qui était vainqueur dans la guerre de 39-45, une seule de ces 6 nations au départ, parce que je crois que maintenant il y en a un petit peu plus, eh bien une seule de ces nations... Je pensais que le Conseil de sécurité, il y avait 5 membres, moi. Non, c'était 6. C'était les 6 vainqueurs de la Seconde Guerre. Et puis... Pour moi, il y a 5 membres au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et le dernier me reviendra, mais les États-Unis. Voilà. Les États-Unis. Les 5. C'est ça, c'est 5. Oui, ça. Mais je crois qu'il y en a un qui est tournant. Qui est tournant. Voilà, c'est pour ça que je disais 6. En tous les cas, le seul fait qu'on puisse bloquer par un veto toute décision fait qu'on paralyse complètement l'Assemblée. Et ça fait longtemps qu'on parle de réformer ce système, mais on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Et puis que les États veulent garder leur absolue puissance, et notamment ces 5 ou 6 puissances. Est-ce que le droit international peut être effectif sans force exécutoire, sans force aussi pour contraindre son application? Non, c'est justement le problème. La règle de droit, si vous voulez, quand on est juriste, la règle de droit, c'est une règle qui s'applique par la contrainte. Or, quelle contrainte? Regardez les armées de l'ONU, qui sont formées de volontaires. Lorsque vous avez eu les problèmes dans l'ancienne Yougoslavie, qu'est-ce qu'ont fait les soldats de l'ONU? Ils ont regardé parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Et ils ont laissé faire les massacres de Srebrenica. Voilà. Et ils ont regardé. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Est-ce que justement l'opposition que l'on crée d'une manière factice peut-être depuis plusieurs semaines lorsqu'on évoque Donald Trump, cette opposition classique entre la force et le droit, justement mériterait peut-être d'être revue, d'être refondée? Il y a difficilement un droit qui peut exister sans force et inversement. Le droit ne peut pas exister sans la force. Mais la force fait. La force elle-même, c'est elle qui fait le droit. La plupart du temps. Regardez, lorsque vous avez un voisin plus faible que vous pouvez empiéter sur son terrain, vous n'hésiterez pas. Parce que vous savez qu'il ne se défendra pas.
Donc, c'est le droit du plus fort qui marche là. Parce qu'il ne se défendra pas. Et puis sans doute, il n'en aura pas les moyens. Merci beaucoup Dominique Gaurier. Je rappelle donc que vous êtes maître de conférences émérite en histoire du droit à la faculté de droit de Nantes. Vous avez fait paraître cet ouvrage aux presses universitaires de Rennes intitulé « Une histoire du droit international de l'Antiquité à l'ONU ». Je remercie également très chaudement les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, Léa Racine. France Culture. Canada, Mexique, Amérique latine et Groenland, les États-Unis et leurs voisins, troubles de voisinage. Xavier Mauduit. Des frontières dont tous leurs